Bonjour à tous, bienvenue dans Arrêt au stand pour une nouvelle émission exceptionnelle. Yves, pourquoi elle est exceptionnelle cette émission? Elle est exceptionnelle parce que nous sommes d'abord en Suisse, à côté de Lausanne, dans la banlieue, à Romanel-sur-Lausanne, dans un lieu extraordinaire, chez Rebellion Motors. Alors pour les connaisseurs, c'est un ancien team d'endurance, Rebellion. On est dans un bâtiment extraordinaire qui est truffé de magnifiques voitures. Et puis un invité extraordinaire, en la personne de Nicolas Prost, le fils d'Alain. Absolument, tu as eu la chance de passer de longues minutes avec Nicolas Prost. Je vous propose d'ailleurs de découvrir cet entretien exceptionnel avec Yves Lemaître. Salut Nico, et Bonjour. merci pour nous accueillir ici dans ce lieu extraordinaire, dans la banlieue de Lausanne, chez Rebellion Motors. C'est un endroit que tu connais bien. Oui, c'est un endroit que je connais bien. Ça fait depuis 2009 ma première année avec Rebellion. Longue carrière avec eux, maintenant toujours ambassadeur avec eux. Donc c'est un peu ma famille du sport auto, on va dire. En plus à quelques pas de chez moi. Donc voilà, donc on est bienvenu avec plein de beaux souvenirs de ces belles années. Donc je pensais que c'était un lieu assez adapté pour faire ça. C'est un lieu où tu as dû passer pas mal de temps. Oui, c'est sûr que j'ai passé pas mal de temps. Après, pendant ma carrière et notre carrière, en fait, il y avait pas, je dis pas qu'il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait juste des pièces. Et puis, au fur et à mesure, il y a pas mal de trophées qui sont revenus ici. Et puis, on verra après, il y a quelques belles surprises en haut. Et c'est super de les avoir remises ensemble. Et puis, pour moi, c'est quand même sympa de les avoir pas loin de la maison. Bon, on va aller jeter un coup d'œil un petit peu dans ce magnifique garage où vraiment c'est le temple des belles voitures, ici dans la banlieue de Lausanne. Et puis, on va avancer un petit peu sur ta carrière. Avec plaisir. On va creuser un petit peu ta carrière et puis moi j'aime bien aller un petit peu plus loin on va dire dans le fond des choses. Alors je vais m'attarder un petit peu justement sur ton avant-carrière parce que je crois que c'est quelque chose de très très important. Évidemment quand on s'appelle Prost, forcément on se fait une idée des choses et puis toi tu as vraiment un parcours très particulier parce que je crois qu'il faut quand même qu'on signale que tu avais un très très haut niveau de ski. Pour commencer, c'était ton premier sport, c'est ça ? Ouais, même après le foot. J'ai commencé vraiment par le foot. Avec des très bons résultats, je jouais pas très loin d'ici au Lausanne Sport. On a été champion suisse, mais donc je me rappelle, c'est la catégorie, c'était E2, donc ça doit correspondre à environ 11 ans. Et puis après, je crois que ma mère avait un peu marre de m'emmener à l'entraînement, donc c'est parti sur le ski. Le ski beaucoup jusqu'à 16-17 ans. Et puis après, petite répétition d'accidents les uns après les autres. Et puis, je dis souvent, j'ai un père qui était un pilote connu, mais j'ai une mère et une grand-mère institutrice. J'ai un grand-père militaire et ingénieur, donc de l'autre côté, les études avaient la priorité. Et c'est vrai que j'ai pas mal aussi tourné après sur le golf parce que c'était peut-être un peu plus facile pour faire des études à côté. Alors en ski, t'es monté jusqu'à une quarantaine de points en slalom déjà. Oui, alors beaucoup au début à travers le SF, donc les flèches, les chamois. Après, j'ai commencé à très bien skier plutôt au niveau du ski d'or, donc slalom, avec des très bons résultats à Val Thorens, je m'en rappelle encore. Et puis après, j'ai fait un peu de FIS, j'étais pas trop mauvais en slalom, en géant un peu moins bon. J'avais pas trop un gabarit, surtout de l'époque où il fallait être quand même plus costaud, plus puissant. Mais ça reste des bons souvenirs et puis ça m'a apporté beaucoup pour après. Alors moi j'ai remis un petit peu le calendrier dans l'ordre. En 1993, quand ton père arrête la Formule 1, en 1994, tu as donc 12-13 ans. Il paraît qu'on te fermait un peu les yeux sur les courses. On n'avait vraiment pas en tête dans la famille que tu vires vers l'automobile et la course automobile. C'est vrai ça ? Oui, alors c'est beaucoup plus. Oui, alors en amont de ça, j'ai jamais eu le droit de regarder une course de mon père en direct. C'est une époque différente. C'est une époque, avec beaucoup de. C'était vraiment une famille avec les Villeneuve, les Pironi,
de Paillet, tout ça, des gens qui sont malheureusement décédés en course auto ou qui ont eu des accidents graves. Donc c'est tout un entourage, je veux dire, c'est des gens. La veuve de Didier Pironi, c'est la marraine de mon frère. Donc c'était vraiment un microcosme et mes parents avaient juste très peur que s'il arrive quelque chose à mon père, je le vois en direct. Donc c'était comme ça, on me cachait un petit peu quand il y avait des courses. Après, j'étais quand même très petit. Je pense qu'il y a eu juste la dernière année où ça a été un peu compliqué pour ma mère de cacher les courses parce que j'avais 11 ans. Donc là, je comprenais un peu plus ce qui se passait quand c'était. Donc j'essayais d'une façon ou d'une autre de regarder. Mais j'ai jamais eu le droit de regarder les courses jusqu'à ce que mon père arrête. Et on avait plutôt aussi pas très envie que tu fasses ce sport. Non, je pense qu'il n'y a jamais eu de volonté de me pousser à faire ce sport, soyons honnêtes. Mais encore une fois, il faut retracer le côté danger, le côté fils d'eux qui n'est pas forcément facile à porter. Donc je pense que... Après, je dirais qu'ils ne m'ont pas mis non plus les bâtons dans les roues, mais on va dire qu'ils n'ont rien fait pour. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'avance un petit peu. Donc effectivement, après le ski, le golf, à un niveau super haut quoi, déjà. Donc là, on est entre 17 et 20 ans, c'est ça? Oui, 17-20 ans, donc la période fin de l'école ici et puis début de l'université aux États-Unis. Donc j'ai fini l'université à 21 ans, donc c'est vraiment la grosse période golf entre 17 et 21 ans. Donc voilà, belle période aussi, on va dire. Bon, là-dessus, tu l'as très bien dit. On va presque envie de dire une petite famille d'un télo, donc il fallait que les études y passent aussi. Donc les études aux États-Unis pour revenir ici et puis attaquer à la banque. Voilà, donc je finis avec le système européen qui m'avait un peu, pas facilité, mais donc au lieu de faire en 4 ans, je finis en 3 ans. Et puis quand je reviens ici, directement, mes parents disent, voilà, j'ai trouvé un... Je dis pas que j'ai pas mal réfléchi à l'époque, mais il y avait peut-être une possibilité de rester travailler là-bas. Et puis finalement, je suis revenu ici, travailler dans une banque en Suisse, où je suis resté quand même 6 ans après ça, en fait. Donc voilà. Donc c'est un peu là où je veux en venir en fait, c'est que moi j'ai vraiment envie de souligner cette, on va dire, avant-carrière, parce que là pour le coup, contrairement à beaucoup de fils d'eux, t'es pas monté sur un kart à l'âge de 5 ans, quoi. C'est surtout ça qui m'interpelle et que je trouve vraiment extraordinaire. C'est pour ça que j'ai souligné un petit peu ce début de carrière, parce que tu as vraiment mis les fesses dans une voiture de course à 22-23 ans, c'est ça? Oui, 21 et quelques, je crois. En fait, c'était, l'histoire. Donc, je finis l'uni avec 1 an d'avance. Donc, mes parents disent, qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour finir l'uni? Puis, en fait, c'est là que je dis, j'aimerais quand même bien faire une fois dans ma vie une journée de pilotage sur circuit. Puis là, même ma mère, qui est quand même normalement la numéro 1, dit, ah bah oui, non, mais c'est sympa, on peut quand même organiser ça et tout. Et donc mon père organise ça, c'était à la filière au Mans, organise ça. Et puis mes parents honnêtement étaient tellement persuadés que j'allais être complètement arrêté que je pense qu'ils ne se faisaient aucun souci. C'était pas normal, j'ai jamais fait vraiment, j'avais fait 20 fois du kart dans ma vie, donc voilà. Et du coup on arrive au Mans et c'était à l'époque Laurent Sénéchal qui était l'instructeur là-bas, donc on commence la journée comme n'importe quel nouveau et tout. Et je me souviens parce qu'il y avait Duval et Poncelet qui avaient roulé le jour d'avant. Du coup, il y avait des références et tout. Et à la fin de la journée, je faisais les temps de Duval qui venait quand même d'être champion. Et là, mon père a commencé quand même à tiquer un peu, me dire « Oulala, dans quoi j'ai mis les pieds ?» Et du coup, c'est venu assez vite et assez naturellement. Après, il y avait encore tellement de choses à apprendre derrière, mais c'est vrai que même moi, je ne comprenais pas trop comment ça se passait. Et je dirais que même les premières années de ma vie, même si j'avais une volonté incroyable de faire ça, je n'étais pas sûr que j'allais y arriver. Donc c'était un peu bizarre, on va dire, au début. C'est complètement incroyable ce que tu nous racontes là. Je suis vraiment super content d'insister là-dessus, quoi. Parce que on s'appelle Nicolas Prost et à 21 ans. Alors moi, je creuse un petit peu cette volonté du coup. Elle a grandi pendant les autres sports, c'est-à-dire pendant le ski, pendant le golf, tu t'es dit il faudra que j'aille quand même une fois au volant d'une voiture de course?
Oui, oui et non, je pense que c'est normal. Qu'est-ce qu'il y avait au fond de ta tête vraiment? Je pense qu'il y avait vraiment la volonté un jour quand même d'essayer une voiture, et puis mais on m'a tellement toujours tenu loin, tout ça. Après, je pense que je ne sais pas ce qui se serait passé, et souvent je ne remets pas trop en cause, je ne sais même pas ce qui se serait passé si j'avais été dans un kart à 4 ans, mais ce dont je suis persuadé, c'est que sans être prétentieux, c'est impossible d'avoir fait ce que j'ai fait sans qu'il y ait quelque chose qui m'ait préparé à faire ça. Donc je remets souvent en fait le fait d'avoir fait du ski à haut niveau, d'avoir fait du golf à haut niveau, tout ça, ça m'a forcément aidé parce que il m'a fallu un tout petit peu de temps bien sûr à m'adapter. Et puis bon bah voilà, j'aurais pas été champion du monde de Formule 1, mais je pense que même quand je vois les pilotes avec lesquels j'ai pu me battre, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose qui m'ait préparé à faire ça. Donc je pense que le ski, tout ça, m'ont donné beaucoup de facultés que j'ai réussi à utiliser en voiture en fait. Sachant que commencer à cet âge-là dans la course automobile, c'est hyper tard, quoi. Tu racontes ça un petit peu, je dirais comme un jeune qui a passé le permis puis qui va louer une voiture au circuit pour la première fois, c'est carrément incroyable, quoi. Enfin, enfin, je veux dire, évidemment que on sent qu'en toi il y a cet esprit de compétition qui était valable. On va dire, pour tous les autres sports, parce que pour voir la vitesse à laquelle tu as progressé en ski et au golf, forcément, bah, dès que tu as mis les fesses dans un baquet, je pense que l'esprit de compétition était là. Et puis, ça, pour le coup, on peut le mettre sur le génétique, mais enfin, ça appartient à beaucoup de familles, quoi, de sportifs. Moi, je suis choqué par la façon dont tu nous racontes ça, pour dire j'avais envie de faire un test, quoi. Ouais, mais bon, malheureusement, c'est la vérité. Après, il faut pas se leurrer. Il y avait plein de choses positives au départ, mais les débuts, ils ont été aussi laborieux. Il y a eu plein de choses à apprendre et c'était pas tout simple non plus. Mais en tout cas, voilà, le début s'est passé comme ça. Mais après, pour revenir à un Sébastien Loeb, il me semble qu'il a commencé aussi très très tard et il est encore capable de gagner des courses à 50 ans. Donc bon, à la base, et pareil, c'est quand même un parcours de quelqu'un qui vient d'un autre sport à haut niveau. Donc même sans commencer trop tard, je pense qu'il y a une capacité d'adaptation, de transposer des qualités d'un sport vers l'autre quand même. Oui, mais ce que tu dis vraiment humblement, c'est que Sébastien Loeb, enfin moi je le connais bien parce que je démarrais par du rallye et on a presque le même âge. C'est que lui, pour le coup, il n'avait pas des parents dans le milieu, absolument. Enfin, il était vraiment, pour le coup, il s'est construit à la force, en plus en rallye des formules de promotion, on va dire, avec les économies de fin de mois. Donc c'était un peu... Mais la façon dont tu racontes ça, c'est vraiment... Je suis vraiment très fier que tu nous expliques ça parce que je pense que les gens ne se font pas cette idée-là, en fait. Les gens pensent qu'on t'a mis sur un karting, mais j'ai envie de dire, on a côtoyé et aujourd'hui, on voit encore des fils d'eux en circuit qui ont tous été mis par leur père dans un karting au plus jeune âge pour arriver à gagner. Et toi, c'est vraiment extraordinaire et je crois que tu le dis très humblement. Enfin, tu t'es construit tout seul sur ce sport-là, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, c'est comme ça. Mais bon, après, je prends le cas d'un autre qui a un nom de famille très connu, Bruno Senna, qui est honnêtement un des meilleurs équipiers que j'ai eu. C'est un parcours qui est très très similaire. Hein. Donc peut-être un peu plus de karting jeune parce qu'il a une piste dans son jardin. Mais bon, c'est pas très différent. Donc voilà, mais plutôt rare quand même. Plutôt rare, on va dire. Bon Nicolas, à partir de 21 ans, c'est là où tout s'accélère un petit peu. Après ce fameux test, tu arrives à convaincre la famille qu'il fallait y aller, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu ça. Mais après, ils n'ont pas été, comme je dis, une fois que c'est parti, ils m'ont pas mis des bâtons dans les roues non plus. Donc voilà, première année en Formule Campus. J'habitais encore pour le début de l'année aux États-Unis, donc c'était juste une horreur, soyons très honnêtes. Mais bon, voilà, on va dire, il y avait des bonnes choses, des mauvaises choses, un peu encore peut-être trop d'erreurs, un peu jeune voilà, pas d'expérience du peloton. Mais bon, j'ai quand même beaucoup appris cette année-là. Et puis derrière, on part après l'année d'après en Formule Renault, où là, en fait, même si les résultats n'étaient pas encore exceptionnels, j'avais fait un gros step, notamment par rapport à ceux qui étaient en Formule Campus avec moi. C'est-à-dire qu'en Formule Campus, on va dire, je vais aller aux alentours de la 5e, 7e place, et puis là,
je me battais avec ceux qui avaient été les meilleurs de la campus l'année d'avant, mais bon, il fallait rattraper par rapport à ceux qui étaient en Formule Renault. Surtout qu'en Formule Renault, j'étais des années où, on ne va pas tous les citer, mais c'était Grosjean, D'Ambrosio, Groppi, Pilet, tout ça. Donc des plateaux de Formule Renault en France à 40 voitures. La première année était un peu difficile toujours. Mais voilà, 2 années en Formule Renault, ensuite 2 années en Formule Renault où j'ai pas mal appris et ça a été vraiment les débuts. Voilà, il a fallu essuyer quelques petites choses, mais pas mal de belles petites performances, on va dire, dans ces années-là. Sachant que tu démarrais vraiment avec du retard, c'est le cas de le dire, au démarrage. Donc Formule Renault, effectivement, les noms que tu cites, ben, forcément, tu es dans le bain tout de suite, quoi. Donc FR, c'était 2 litres là, hein, Oui. à cette époque-là. Donc là, tu es déjà dans le vif du sujet pour enchaîner. Puis finalement, tout le monde t'attend au tournant, c'est le cas de le dire, quoi, un petit peu. Oui, oui, c'est sûr. Tout le monde t'attend en tournant. Après, peut-être, finalement, c'est un peu bizarre, mais je dirais que mon père n'avait pas forcément la tête complètement dedans. Donc, bon, j'ai été un peu mis comme ça dans les équipes sans vraiment. En fait, mon père, ça a toujours été un peu, sans être méchant, mais démerde-toi. Donc voilà. Sans être négatif, mais c'est vrai que peut-être il ne s'était pas rendu compte que le monde avait changé et puis tout ça. Donc, bon, on fait 2 années en Formule Renault qui sont ce qu'elles sont, qui ne sont pas catastrophiques, mais qui ne sont peut-être pas à la hauteur des espérances de ce que j'aurais voulu. Et puis c'est là que se passe finalement Déjà, je fais 2 courses de GT avec mon père en fin d'année sur une Viper, où je fais 2 fois la pole. Déjà, ça, c'était voilà, ça causait là. ça commence quand même à causer un tout petit peu. Puis c'est vrai que, comme je disais, c'était un peu bizarre parce que bon, les résultats, ils étaient corrects. Je jouais aux alentours de la 5e place en Formule Renault, ce qui n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas non plus fantastique. Et puis, un peu à la croisée des chemins, c'est vrai qu'à côté, j'avais fait de très bonnes études, donc j'avais une situation à côté qui était très confortable, donc je pouvais choisir un peu. Et puis, en gros, je me rappelle, ça part un peu d'une blague. Donc Renaud Derlot s'occupait pas mal de moi à l'époque. Ça part d'une blague. Graph Racing. Alors là, j'étais au Graph Racing, mais Renaud s'occupe de moi. Et je dis pas par hasard, on rentre en contact avec Alfonso d'Orléans de Racing Engineering. Et là, je vais faire le volant Repsol en F3 chez Racing Engineering. Je gagne le volant Repsol qui donne une énorme bourse pour faire la F3. Et pour moi, c'est quand même l'année du déclic, quoi. La première année de F3, vraiment, je me retrouve dans une super environnement avec quelqu'un qui était un Français, donc Patrick Turbier, surnommé Papy, qui vraiment s'occupe de moi en tant qu'ingénieur et en tant que pilote, me fait énormément progresser. Et du coup, là, on gagne des courses, on fait des pôles, je finis 4e du championnat, champion rookie, en perdant honnêtement pratiquement le titre sur un incident sous safety car où j'y suis pour rien à Jarama. Et je dirais que ça, c'est vraiment l'année pour moi 2006, où après 2 ans et demi, on va dire, fait un peu ça, où vraiment il y a quand même le déclic. Et je me dis, waouh, il y a peut-être quand même un truc à faire. Et puis en plus, c'était des grosses années de la F3 en Espagne, avec plein de noms qui sont devenus des gros pilotes pro aujourd'hui. Donc pour moi, l'année 2006, c'est quand même un premier déclic, on va dire. Ensuite, F3000, c'était encore à l'époque. Alors non, d'abord, je refais la F3 en 2007. Oui. Donc là, je passe de Racing Engineering à Campos avec un début d'année pas forcément top. Et puis je finis par, je sais plus, 5 podiums en 6 courses, dont 2 victoires. On perd le titre à la dernière course. Mais bonne année, on va dire, de confirmation en F3. Au même moment, je deviens rookie comment ça s'appelle, en A1 Grand Prix pour l'équipe. C'est les débutants, les rookies. Hein. Voilà, les rookies dans l'équipe d'A1 Grand Prix France. Je débute au Mans avec Saline et Oreca en 2007. Donc première année au Mans avec une performance plutôt assez concluante. En proto là déjà. Non, en GT1. GT1, c'était la grosse époque du GT1, donc on se battait avec les Aston, les Corvettes et tout ça. Donc voilà, première année au Mans en 2007. Donc on va dire déclic en 2006 et grosse montée en puissance, on va dire, en 2007. Et fin 2007, c'est là où je décide d'arrêter de travailler à côté parce que déjà une année on fait la F3, Le Mans et là un Grand Prix, ça devient difficile de gérer. Et puis bon, on va dire que tout quand même montrait à se dire il faut quand même maintenant mettre toutes les chances de son côté parce qu'il y a peut-être un truc à faire. C'est incroyable la façon dont tu racontes ça.
Du côté de maman, du coup, ils ont dit cette fois c'est fini, on va plus le revoir à la banque. Oui, bon après, c'est sûr que c'est normal en tant que parent, même quand je dis papa, maman, ils se sont toujours comportés exactement de la même façon. Donc c'est pas que papa voulait que je fasse de la course et maman pas, ou l'inverse. Les deux étaient comme ça, mais ils se comportaient comme parents et c'était assez normal, on va dire. Et après, la suite, alors, 2007-2008. 2007, donc Le Mans GT, bon là, GT1, ça commence à aller très vite. Là. Voilà, ça commence à prendre des choses. Donc je fais Le Mans avec Oreca, avec des très bons équipiers, donc Ayari, Ortelli, puis Lapierre et moi qui étions les petits jeunes à l'époque. Donc voilà, ça remonte aussi un petit peu, donc Le Mans. Et puis La F3000 que tu lornes alors dessus, F3000 c'est l'année d'après. Tu restes quand même. C'est l'année d'après. Déjà je fais un test en DTM pour Audi en fin 2007 qui se passe très très bien et d'une façon ou d'une autre avec le docteur Ulrich je discute que finalement le DTM c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour moi et normalement il y avait des discussions pour aller un jour chez eux en proto, ce qui malheureusement s'est jamais fait, mais voilà. Et puis après 2008 du coup F3000 première année et je gagne le titre en première année. Donc ça, c'était une bonne année. Ouais, mais ça fait lorgner, on va dire, là, ce fond. Tout le monde commence à te regarder de très près. Là, qu'est-ce qui se passe là, dans ces moments-là? Tu as vraiment la F1 en tête? Ouais, alors 2008, fin 2008, alors le championnat se finit très très tard. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble début novembre. Donc pas forcément idéal. Pas forcément idéal pour faire des discussions et puis honnêtement année très importante pour moi de gagner le titre en première année, donc je veux dire que je me focalise à 100% là-dessus. Je prends pas trop de discussions mais je commence à parler à deux équipes de F1 et une notamment une à travers les journalistes on va dire, mais donc ça avance pas mal on va dire en parallèle, donc je suis champion en début novembre et puis là, finalement, on va dire, rien n'avance dans le bon sens. Et je me retrouve un peu à pied fin 2008, à pied de l'objectif que j'avais de continuer en monoplace. Bon, après, j'étais pilote de l'équipe de France en un Grand Prix. J'étais passé de rookie à titulaire. Donc, il y avait un avenir qui se dessinait quand même là. Et puis après, malheureusement, ça n'aboutit pas pour cette année-là en F1. Et du coup, il y avait énormément de chances que je retourne chez Oreca, on va dire, pour aller en LMP1. Et puis, honnêtement, par un pur hasard, je rencontre les gens de Rébellion, mais vraiment limite, pas dans la rue, mais presque ici. Et puis je sais pas, le feeling passe, le côté je suis français-suisse, je suis franco-suisse, j'ai vraiment les deux nationalités. Je m'entends vraiment bien avec eux, puis je me dis mais je sais pas, il y a un côté fou dans ce qu'ils veulent faire, mais il y a quelque chose qui me plaisait. Et puis je me rappelle, on s'est vu le 24 décembre, je crois, au matin ou quelque chose comme ça, pour vraiment discuter. Et honnêtement, au bout d'une demi-heure, on était d'accord sur tout. Et je prends le pari d'aller chez Rébellion à partir de 2009. Pour le proto, et j'y serais resté quelques années après. C'est le vrai tournant de ta carrière finalement, parce que à cette époque-là, on va dire comme à d'autres époques, les places en F1 sont super chères. Moi, je suis impressionné de la façon dont tu racontes encore ça. J'ai envie de dire finalement, comme tout pilote qui essaye d'arriver aux portes de la F1, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents, parce qu'il y a que 20 places dans le monde. Donc... Donc c'est pas simple, et puis du coup de façon très affirmée tu rencontres les gens de Rébellion chez qui nous sommes aujourd'hui et tu prends le tournant. Oui, après il fallait de toute façon j'avais pas les sous pour faire du GP2 ou quelque chose comme ça, et puis bon, j'avais quand même la 1 à côté, donc je continue à la monoplace. Et puis je me dis, de toute façon c'était l'alternative, je ne dis pas que c'était l'alternative, c'était l'objectif numéro 1, c'était de faire de la F1 du LMP1. Et du coup là ça se passe bien, et je me dis, de toute façon il ne faut pas rester entre parenthèses, il faut pas rester à pied, il faut rouler dans quelque chose. Et puis je me dis, si tu fais A1 et LMP1, c'est juste parfait. Donc l'opportunité elle était top, et ça m'ouvrait les portes pour beaucoup de choses dans le futur. Mais j'ai jamais considéré ça en me disant je fais du proto, je fais pas de la monoplace. Non, j'étais super content de faire ça aussi. Ouais, la F1, tu n'as pas de frustration?
Non, alors après, j'ai eu. Enfin, on va arriver sur après, mais non, bien sûr, ça m'aurait fait plaisir de faire la F1. Bien sûr, c'est le rêve de tout pilote, mais je me suis toujours dit, et puis maintenant, plus je le regarde avec le recul, je me suis dit, bon, bah, t'as pas fait la F1, mais tu as fait le truc le mieux que tu pouvais faire à part la F1. Tu as fait la FE et le WEC, donc avec des bons résultats. Donc je me dis pas non, je préfère ça que d'avoir. Je connais un paquet de mecs très bons qui ont trop poussé à la F1, qui se sont retrouvés à pied à rien faire. Donc non, c'était pas un mauvais choix. Ouais, c'est vrai. Et puis à cette époque-là, la F1, on va dire si tu décroches une année ou deux, c'est peut-être très intelligent de te réorienter notamment vers le WEC, qui était en pleine bourre à ce moment-là. Hein. Enfin, c'est un peu le tournant au moment où le WEC, on fait des vraies carrières, quoi. Ouais. Avant, la génération d'un peu avant, c'était les frustrés de la F1 qui allaient en WEC, alors qu'à partir de ce moment-là, tu fabriquais une vraie carrière en proto, sachant que les protos allaient très 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 vite. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai qu'après, ça a été un peu l'explosion du WEC, on va dire, avec les premières années 2009-2010, mais surtout voilà, à partir de l'arrivée de Toyota, hein, je pense que c'est 2012 où là vraiment on voit le championnat qui grandit, tout ça. Et puis après, à l'époque, ce qui était génial, c'était non seulement de pouvoir courir en Europe aux 24 heures du Mans, mais aussi de courir en même temps aux États-Unis. Moi, Sebring et Petit Le Mans restent dans mes meilleurs souvenirs de course dans ma carrière. En plus, on a eu des bons résultats, mais je veux dire, au niveau de l'ambiance de cette course, c'est des courses qui me font rêver et c'est peut-être celle qui me manque le plus aujourd'hui. D'accord. Et Rébellion, du coup, ça devient un peu ta famille. Ouais. Tu as quitté le boulot là depuis combien? 3-4 ans, 3 ans? Et tu es devenu pilote pro, quoi. Non, finalement, je quitte le boulot, je deviens pilote pro une année après avoir quitté le boulot. Hein, j'arrête fin 2007 et je deviens pilote pro en 2009. Donc, on va dire que le laps de temps n'a pas été trop long. Et puis, non, et puis voilà, du coup, c'est aussi une approche différente. Et puis, bon, je fais 2009, année un peu, je dirais pas d'apprentissage, un gros paramètre très compliqué pour moi en 2009, c'est que je me retrouve avec deux excellents coéquipiers qui sont Bellicki et Fassler. Seul problème avec 30 kg d'écart et bientôt 20 cm. Donc très très mal assis dans la voiture. Je connais ça, on était 4 mois. Ouais. Donc très mal assis dans la voiture. Donc c'était honnêtement, sportivement, pas une année facile parce que j'avais un très mauvais retour de l'information de la voiture. Et du coup, je fais des performances correctes, mais c'était très, très laborieux à chaque fois pour y arriver parce que c'était plus de la vision que du feeling. Et puis l'année d'après, on me change d'équipier, on me met avec Neil Jani, qui va rester mon équipier pendant de nombreuses années, avec lequel non seulement je m'entends super bien, on fait exactement la même taille au point où on n'a même pas besoin de faire deux baquets. Et ça a vraiment été une très belle période sportive et humaine, et avec plein d'excellents résultats avec lui. Donc moi je dirais qu'à partir de 2010, j'arrive plus à me mettre en valeur parce que j'étais vraiment beaucoup mieux dans la voiture. Et après, on fait, sous l'époque Lola, 4 très très belles années avec Rébellion. Cette notion d'équipe, du coup, qu'on retrouve dans l'endurance, contrairement à la monoplace classique, te plaît en fait, finalement. Le temps de trouver le bon équipier, de rouler à deux sur la même voiture, c'est quelque chose qui te plaît, quoi. Oui, ça m'a. En fait, de toute façon, j'ai toujours, je pense, essayé d'avoir l'intelligence de ne pas avoir d'ego et de me dire il faut le meilleur pour nous, pour la voiture. Je pense que l'année la plus parlante, c'est peut-être 2017 encore. Malheureusement, en endurance, il faut accepter que la voiture, elle n'est pas forcément toujours pour toi. Et que si elle n'est pas pour toi, il faut accepter qu'il y a un pilote qui est plus à l'aise avec et que c'est mieux que celui qui fasse la qualif ou le départ. Mais l'important, c'est qu'on soit là à la fin de la course. Et peut-être, je pense que ça m'a peut-être même des fois coûté à l'extérieur de jouer trop l'intérêt de ma voiture parce que j'ai jamais essayé de tirer la couverture vers moi. Mais par contre, sur le palmarès, je pense que ça parle que ma voiture a toujours été celle qui a surperformé, notamment chez Rébellion. Et je pense que ça, il ne faut jamais le mettre de côté. On peut prendre plein d'exemples, mais voilà, c'est pour ça qu'en endurance, il ne faut jamais juger la performance d'un pilote, il faut voir l'ambiance globale. Et je pense qu'une des voitures qui parle pour ça, c'était la Lotterer Fassler Tréluguier avec une entente parfaite. On peut toujours dire oui, il y en a un qui est plus vite que l'autre. Non, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est cette voiture chez Audi qui a toujours gagné pratiquement. Et je pense que chez Rébellion, la 12 a toujours gagné aussi de par l'ambiance qu'il y avait sur cette voiture. La 12, c'est celle sur laquelle nous sommes devant, hein. C'est celle-ci, là, devant nous. Ouais, c'est bien dit. Du coup, ça fait quoi, ça?
9 années chez Rebellion. Alors d'abord il y a 9 ans chez Rebellion. En tout cas pour Le Mans et pour- puis pour le championnat. Voilà, donc avec les très bonnes années qui sont 2012-2013, les titres de champion du monde LMP1 Light en WEC, et ensuite victoire de classe aux 24 heures du Mans, et puis les victoires à Petit Le Mans, le podium à Sebring, tout ça. Donc ça c'est la période Lola, et puis après on arrive sur la période de la Rebellion R1 en 2014. C'est changement de voiture, changement de moteur. Ouais. Non, pas de moteur, changement de voiture. Changement de voiture. Et ça, c'est quand même une histoire assez incroyable parce que donc Rebellion fait construire sa propre voiture. Et honnêtement, les débuts de la voiture ont été vraiment difficiles avec plein de problèmes électriques. Honnêtement, on ne faisait jamais plus de 10 tours avec la voiture. Et on fait des journées d'essai, honnêtement c'était difficile. On va à Spa, et la voiture était vraiment pas top en perfo, mais on finit quand même la course de 6 heures, donc on était vraiment quand même tous surpris. Et après on va au Mans, et là on se dit, voilà, ça va être l'année galère, hein, honnêtement, parce que... Et du coup, la 13 abandonne très tôt dans la course, et la 12, non seulement la voiture était très perfo, mais en plus on a eu aucun problème, à part je crois à un moment un capteur de traction control qui nous a fait perdre 30 secondes au stand parce qu'on a trouvé tout de suite. Et on finit 4e au général, première LMP1 Light, au milieu des Audi. C'est 2014. Donc vraiment un super résultat, mais complètement inespéré honnêtement. Là, tu étais vraiment dans ton équipe, quoi. Finalement, ce changement de voiture chez Rebellion, tu as suivi l'équipe, l'esprit d'équipe devait être super fort pour une course comme celle-là, du coup. Oui, c'est sûr. Il y a eu après et puis bon, c'était là. Bon, là, c'était. Il y a eu des périodes. C'est vrai que j'ai eu dans les équipiers que j'ai eu très longtemps, il y a eu Neil, bien sûr, Jani, et ensuite Heidfeld et Bech sur une période. Donc ça a été vraiment une très bonne période. Et puis après, si on saute un peu plus loin, il y a l'année 2017 avec le titre en LMP2 avec Bruno Senna et Julien Canal, où pareil, une osmose. Et là, vraiment, osmose de voiture avec les ingénieurs et tout. Je pense que c'est une des années les plus... déjà, on fait très peu de tests par rapport aux autres. Et puis, au mi-championnat, je ne dis pas qu'on n'a plus aucune chance, mais on est quand même pas mal en arrière. Derrière, on gagne 4 des 5 dernières courses. Et on est champion à la dernière course et vraiment une année fantastique humainement avec tout le monde. Donc voilà. Bon, en parallèle de ça, on s'ennuie un peu l'hiver quand on est, on va dire, un gros bosseur. Donc l'Andros arrive, là. C'est quoi l'Andros? C'est papa qui a mis la piqûre, ou c'est le ski, ou c'est la neige, ou c'est la glisse? Non, mais alors c'est drôle parce que bon, quand tu as grandi à la montagne, et puis la grande époque du Trophée Andros, pour moi c'était toujours quelque chose quand même d'assez incroyable. Et puis ça arrive quand même un petit peu par papa, qui y a la nouvelle catégorie déjà à l'époque de l'électrique qui arrive. Et puis voilà, et puis je débarque à la première course à Valto, j'ai jamais roulé sur la glace avec plein de pieds. En deux roues motrices. En deux roues motrices. Au début, il faut savoir qu'il y a quelques années, il n'y avait que les petites propulsions en électrique. Donc voilà, et puis donc 2009-2010, premier hiver. Du coup, j'avais plein de pilotes qui avaient déjà fait beaucoup de glace et tout, donc je me dis ça va être très difficile. Et puis finalement, cette année-là, je sais pas, les pneus me convenaient particulièrement bien. Et puis je crois que je fais 3e le premier week-end, et après je crois que sur les 5 derniers week-ends, je fais 5 pôles et je gagne pratiquement toutes les courses à part les inversions. Donc une première année incroyable sur la glace, et pour moi c'était vraiment un déclic, un plaisir incroyable. Et du coup, l'année d'après, l'année un tout petit peu plus compliquée, et je regagne le championnat à la dernière course contre Christophe Ferrier. Mais encore une fois, une très belle année. Niçois. Voilà, le Niçois, exactement. Et puis l'année d'après, du coup, Dacia décide de faire une deuxième voiture pour moi au Trophée Andros, où je suis coéquipier avec papa. Et je gagne ce qu'aujourd'hui on appelle l'élite. Il y a l'élite pro. À l'époque, c'était un peu plus mélangé. On appelait ça l'indépendant, je crois. Mais je gagne le championnat cette année-là. Et puis, en parallèle de ça, 2012, j'avais commencé parce qu'on a fait un petit saut, on revient un peu en arrière, mais en 2010, Renault me fait faire un premier roadshow avec la F1 à Manicourt, où ça se passe plutôt très bien. Puis l'année d'après, ils m'ont fait faire un peu plus en 2011. Et puis à l'époque, il y avait Eric Boulier à la tête de l'équipe, qui avait été mon ingénieur en un Grand Prix.
Et du coup, au fur et à mesure, on me donne de plus en plus d'importance chez Lotus. Et jusqu'au moment où en 2012-2013, je deviens pilote, on va dire pilote essayeur. Je fais beaucoup de tests pour eux, je fais énormément de simulateurs. Donc on va dire à 2012, surtout beaucoup l'hiver, donc ça devient difficile de continuer à faire l'Andros. Je donne la priorité à la F1 pendant quelques années. Mais ça a été une expérience incroyable pour moi. Et je pense que le fait de ne pas avoir de frustration, c'est aussi d'avoir eu la chance de conduire ces voitures pendant plusieurs années. Moi, je reviens quand même sur quelque chose que je connais bien, parce que on est issu de la montagne, nous, du pilotage en glisse. Hein. Donc, j'ai toujours, il y a un bouton, c'est ce que je disais à Stéphane Sarrazin, quand on roule avec un proto au Mans, puis quand on roule avec une voiture de Landros, mais il y en a une, il faut être propre, et puis l'autre, il faut glisser. Donc, quand même, tu démarres sur la glisse, tu n'as aucune expérience en rallye, tu n'as aucune expérience. On va dire à moins d'avoir une voiture pour aller glisser par là sur les chemins de terre ou sur la neige, mais tu es passé à la glisse directement? Oui, alors vraiment direct, j'avais vraiment fait très peu sur la glace. Après, voilà, je parle des pneus parce que je pense que les pneus à l'époque, et notamment les deux roues motrices, il fallait… C'était les Continentales. C'était les Continentales exactement, mais qui avaient très peu de clous sur les côtés, beaucoup au centre, donc il fallait vraiment être capable de freiner la voiture, de l'arrêter très vite, de la mettre droite et de réaccélérer. Je pense que c'était un peu plus pointu comme pilotage et je pense que voilà, venant du circuit, étant assez propre, ça me convenait assez bien. Et d'ailleurs, voilà, moi qui ai eu 2 vies au Trophée Andros, je trouve que les pneus, les pneus Continental étaient plus faciles pour moi. J'ai l'impression d'être performant que les pneus qu'on a aujourd'hui qui sont très bons, mais qui peut-être nivellent un peu différemment le pilotage. Donc voilà, j'ai toujours trouvé que la première vie au Trophée Andros avait été plus facile. Peut-être c'est parce que je vieillis, mais voilà. Ouais, puis il y a l'affaire des 2 roues et des 4 roues aussi, parce que une fois encore, hein, tu t'étends pas trop sur le pilotage en glisse. Pour le coup, avec une 4 roues, une 2 roues encore, on peut effectivement trouver une similitude avec le circuit parce qu'il faut trouver l'adhérence et il faut vite remettre les roues droites pour accélérer. Une 4 roues, il faut quand même glisser, quoi. Donc là, il fallait encore adapter ton pilotage. Ouais, alors le plus dur pour moi quand je suis passé de la 2 roues à la 4 roues, ça a été de me servir de la boîte de vitesse parce que je me suis retrouvé où pratiquement j'avais jamais freiné du pied droit dans une voiture, jamais utilisé une boîte. Donc au début, je faisais une salade avec les pieds et tout, mais après en fin de saison, c'était plutôt pas mal, on va dire, surtout que c'est des belles années hein, quand même, il y avait un sacré niveau aussi. Mais voilà, mais bon, ça a été… j'ai perdu une course au départage de temps à Isola 2000 ma première année, je m'en rappelle. Mais bon, voilà, ça reste un championnat fantastique avec une ambiance magnifique. Mais c'est vrai que le pilotage est quand même très différent de ce qu'on trouve en circuit. Et puis, ce qui est difficile, c'est après entre faire des perfs et être là tout le temps, c'est pas la même chose. Tu as vraiment pris goût à l'Andros, hein, du coup. Oui, c'est un championnat que j'adore, mais comme je dis souvent, j'ai fait quand même énormément de choses dans ma carrière. Il n'y a jamais rien que j'ai fait où je n'ai pas trouvé un intérêt. Alors des fois, on peut se dire quand on a conduit une F1, quel est l'intérêt de conduire autre chose? Mais si je le fais, c'est parce que j'ai envie. Et du coup, c'est aussi c'est sympa de se remettre en question et de faire des choses nouvelles. Donc c'est ça aussi qui permet de se remotiver, on va dire, quelques années après. Du coup, après la période 2017-2020, 21, tu repasses sur des nouveaux projets, du coup? On oublie quand même une grosse période qui est quand même la Formule E. Oui, la Formule E. Ah oui, pardon. Ouais. La Formule E, oui, la Formule E qui est Donc, aussi sur l'électrique comme l'Andros. Ouais. En effet, ouais, avec toutes ces expériences où là, tu as aussi fait partie du début du projet. Ouais, donc là, c'est 2000. Donc le début, on va dire, c'est 2013 où le championnat plus ou moins se fait savoir qu'il va se lancer. Donc Renault, Dams avec mon père décide de faire une équipe. Et puis après, on est parti pour 4 ans assez incroyables honnêtement avec parler des prix d'équipe avec un équipier qui a été fantastique, qui était Seb, qui est sûrement un des plus, si ce n'est le plus doué que j'ai eu comme Sébastien Buemi. Voilà. Mais vraiment pendant quelques années, honnêtement les 3 premières années, une osmose incroyable au sein de l'équipe, une volonté de travailler tous ensemble. Et on gagne 3 fois le championnat par équipe. Pilote, moi mon meilleur résultat c'était 3e, mais moi j'estime en tant que pilote que c'est les meilleurs accomplissements que j'ai fait de ma carrière parce que c'est là où on est le plus capable de juger. Je pense que la Formule E est honnêtement derrière la F1 le championnat le plus relevé en pilotage.
Donc pour moi, c'était des années fantastiques, difficiles parce qu'une pression importante et un niveau très difficile. Mais c'était des très très belles années et c'est vraiment un championnat que j'ai énormément apprécié aussi. Qui a constamment monté en puissance, hein. J'allais y revenir. Plus les années avançaient, on va dire. Alors toi, peut-être, tu as été concerné, on va dire, tout de suite par l'électrique. On va dire les fans historiques du thermique avaient un petit peu du mal à s'y mettre au début. Puis finalement, ça a muté, d'ailleurs, comme un peu à l'Andros, hein, d'ailleurs. Mais pour que tout le monde adhère complètement, il y a un niveau que tu estimes super élevé, quoi. Je pense que dès le départ, alors on va dire qu'au niveau des équipes, il y avait un peu des disparités au début parce que c'était difficile de tout comprendre et je pense que certaines équipes, notamment Renault-Williams, avaient plus vite compris certaines choses que les autres, comme Audi ou comme Virgin, qui étaient des super équipes. Après, je pense que dès la première année, quand on voit, au bout de 3 courses, quand on voit les line-up de pilotes qu'il y avait, il y a toujours eu des line-up incroyables. Il y a peut-être eu beaucoup de tournus dans ce championnat, mais je dirais que c'est un peu le côté comme le DTM, c'est-à-dire que on peut passer d'être premier une année à être 15e l'année d'après parce que ça se joue tellement à peu de choses et puis il faut se rendre compte ce que c'est que se qualifier en ville au milieu des murs sur un tour avec des pneus qui sont quand même des pneus intermédiaires de rallye plus ou moins. Donc non, c'est un championnat qui est très relevé, mais ce que je dis toujours, c'est que quand le niveau est aussi relevé, la victoire ou quelque chose comme ça est encore plus… encore plus de valeur. Voilà, encore plus de valeur. Donc moi j'ai des souvenirs exceptionnels avec Rébellion, mais j'ai aussi des souvenirs exceptionnels de cette époque. Ça fait combien d'années du coup 4 ans en Formule, les 4 ans de l'époque Renault, avec Renault. Troisième comme meilleur résultat. J'ai fait 6e, 3e, 6e de nouveau et gagné 3 courses, fait 3 ou 4 pôles. Et puis une 4e année qui était un peu plus compliquée, mais ça reste quand même des très bons souvenirs. Donc ça entre 2013 et 2010, 2014 à 2018, parce que les années étaient sur 2 ans. Voilà. Et puis après, on va dire la Formule E, pourquoi ça s'est arrêté Déjà, il faut être honnête, je ne fais pas une très très bonne année en 2017-2018. Et puis voilà, il y a des changements au niveau de l'équipe. Et puis moi, j'ai à ce moment-là 37 ans. Ce qui est aujourd'hui pour une catégorie comme ça est extrêmement vieux. Je pense que j'étais le plus vieux à l'époque. Donc malheureusement, ça a été une année où des gens comme moi, comme Heidfeld, comme Sarrazin, il ne reste plus qu'Alonso, quoi. Oui, il ne reste plus qu'Alonso. Non, mais je pense que moi, je pense qu'on peut être encore très performant à 37 ou 38 ans, mais par contre, tu n'as plus le droit à l'erreur. Ça, il faut juste être objectif. C'est-à-dire qu'à 38 ans ou 37 ans, si à 25 ans, tu fais une saison un peu moyenne, on dit oui, mais c'est comme ça va revenir. À 37-38 ans, on dit non, mais il est trop vieux. Après, c'est le jeu du sport auto. Ça a été la même chose. Ce que je dis souvent, moi, quand je suis arrivé, j'ai poussé des générations derrière, comme un Jean-Christophe Bouillon qui a fini sa carrière chez nous, qui était un exceptionnel pilote. Mais voilà, malheureusement, c'est comme ça, il faut l'accepter. Moi, ça m'a peiné parce que j'aurais voulu continuer. Je pense que j'étais encore capable d'être performant, mais c'est comme ça. Et puis, il faut passer à autre chose. Et puis, j'ai été un peu confronté à la dure réalité d'un sport qui a quand même pas forcément dérivé dans le bon sens. Et c'était extrêmement dur de retrouver un très bon volant. Moi, je voulais continuer soit en Formule E, soit en WEC, soit en ALMS, enfin, ce qui était devenu l'IMSA. Pas facile, donc il faut passer à autre chose et voilà, c'est ce que j'ai fait en revenant courir en Europe, en revenant quand même courir en France. Ça a été quand même, quand tu dis un sport qui n'a pas forcément bien évolué, tu étais un des premiers à faire beaucoup d'électrique, qui est quand même les nouvelles disciplines tendances. Hein. Non, je dis pas que ce soit l'Andros l'hiver ou que ce soit la Formule 1. C'est pas du tout ça quand je dis qu'il n'a pas bien évolué. Au contraire, je pense que notamment l'Andros a été extrêmement visionnaire puisque déjà en 2005 ou 2006, ils avaient vu qu'il fallait. Je pense que c'était un des premiers championnats et la Formule a fait un travail exceptionnel. Non, quand je dis que ce n'est pas un sport qui a bien évolué, c'est que c'est un sport qui a de plus en plus de mal financièrement à s'auto-maintenir et avoir des pilotes professionnels. Donc c'était plus facile pour moi de trouver des volants pro en 2008 alors que j'étais un jeune champion de F3000 et après avoir gagné 4 championnats du monde en WEC, avoir gagné 4 fois Le Mans, et c'était impossible de retrouver un bon volant performant en proto. Donc je pense que, et je ne suis pas le seul, donc c'est pas du tout une frustration personnelle, c'est juste que le sport est devenu plus difficile pour trouver des volants professionnels. Ça c'est bien dit. Est-ce que tu as l'occasion d'en parler avec ton père de ça? Alors moi j'ai tendance à dire, en tout cas, je ne sais pas, hein, tu es bien placé pour me le dire, mais ça doit être peut-être des discussions familiales.
les écarts en qualif, en course, en tour se sont resserrés, mais j'ai envie de dire comme dans beaucoup de sports. Ouais. Comme dans beaucoup de sports, l'étau s'est resserré sur l'élite absolue. Est-ce que est-ce que c'est des remarques que tu fais à la maison ou pas? Non, parce que, alors, on parle en millième, on parle en centième aujourd'hui. C'est sûr que je pense que la profondeur du niveau est beaucoup plus importante que ce qu'elle pouvait être. Mais ça, on le voit dans tous les sports, c'est normal, tout se professionnalise, on fait commencer de plus en plus jeune. Et en plus, on a des voitures qui sont quand même un peu plus faciles à conduire. Donc, on va dire que la différence entre un bon et un moyen, elle va se réduire. Mais là, quand on parle des opportunités, on a de plus en plus de gens qui font du sport automobile. On a de moins en moins de volants pro. C'est un sport qui, il faut être honnête, a peut-être moins d'argent que par le passé de par des sponsors, des constructeurs qui investissent. Donc on va dire que malheureusement, le métier de pilote professionnel, il est devenu de plus en plus difficile. Je pense, pour être très ami, on peut parler, je pense que l'époque de mon père était quand même un peu plus facile, pas pour être champion du monde de F1, au contraire. On lui répétera. Non, parce que honnêtement, j'ai roulé avec mon père en équipier et c'est un sacré morceau quand même à apprendre. Donc je pense que honnêtement, mon père et Senna, je pense qu'on peut les mettre aujourd'hui dans une F1, même alors à son âge et paix à son âme pour Ayrton, je pense qu'il serait encore très performant. Mais je pense que ce qu'il faut parler, c'est de la profondeur en dessous. Je pense que c'était une période, c'était un peu plus facile peut-être de gagner sa vie. Je pense que la période d'un ami, par exemple d'un Olivier Panis, c'était déjà un peu plus difficile. Je pense que ma période était encore un peu plus difficile, mais encore possible. Et là, ce que je vois arriver dans les 10 ans qui viennent, malheureusement, des fois, je dis je suis content d'avoir 40 ans parce que je trouve ça extrêmement difficile pour les jeunes de se faire une place au soleil et de vivre de leur sport comme ils le méritent. Bon, tu as encore des bons championnats dans les tuyaux, là, ces 2-3 dernières années. Oui, après ça a été... Voilà, c'était un choix de faire quelque chose de différent. J'avais pas du tout envie d'aller rerouler, par exemple, à ce moment-là en ELMS ou de faire des choses comme ça. Et je m'étais dit, se fixer un nouveau challenge, c'était intéressant. Et puis rerouler dans mon pays, en France, où j'avais pas mis les pieds depuis des années, puisque quand je suis retourné à Nogaro, je crois que ça faisait 14 ans que j'avais pas mis les pieds. Donc non, c'était une vraie volonté. En GT4. Voilà. Et puis après, pour moi, qui est quand même fait une grosse partie de ma carrière avec Renault. Je veux dire, j'ai quand même fait du Landros avec Renault, j'ai fait de la F1 avec Renault, j'ai fait de la FE avec Renault. Vraiment de rouler dans l'Alpine et d'arriver peut-être à être champion avec l'Alpine, c'était quand même quelque chose qui me trottait dans la tête. Donc ça a été une volonté et je suis très heureux de faire ça aujourd'hui. Et puis j'ai aussi un âge qui fait que c'est adapté à ce que je fais. Mais voilà, je suis très heureux de la vie que j'ai aujourd'hui, de ce que je fais. Ce n'est pas du tout une frustration, mais c'est quelque chose qui est différent. Alors, tu roules aussi en F3, en Ultimate. Et pour le coup, il y a des vraies différences entre une voiture comme une Alpine avec des portières et une monoplace. Du coup, ces deux types de pilotage, on va dire, en plus de l'Andros, parce qu'on ne l'oublie pas celui-là, sont encore différents, te plaisent. En fait, on va dire, parce qu'une F3 aujourd'hui, ça va super vite quand même. Une Alpine, c'est plutôt vivant, on va dire, ça bouge. Ouais. Et tu as une préférence ? Alors, une préférence, le GT, c'est un challenge pour moi. C'est-à-dire que le GT n'est pas du tout naturel, soyons honnêtes. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tard. Je n'ai jamais conduit que des voitures raides et aéro toute ma vie. D'ailleurs, le choc, c'est que l'année dernière, quand on a reçu la F3 pour faire l'Ultimate, on l'a reçu 2 jours avant la première course et qu'il m'a fallu 5 tours pour faire un temps. Et que j'ai l'impression que rien n'était jamais parti, alors qu'on peut considérer la Formule E comme une monoplace, mais c'est quand même assez entre deux. La dernière monoplace vraie que j'avais conduite, c'était en 2013, c'était la Lotus F1. Donc ça faisait quand même un step et j'ai eu l'impression que rien ne s'était passé. Donc voilà, la F3 c'est mon plaisir personnel, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Et le GT c'est un challenge différent. Après en fait j'apprécie vraiment je trouve que le championnat de France est hyper relevé, c'est se remettre en question, honnêtement c'est pas facile. Après c'est des voitures qui sont peut-être un peu moins sélectives sur certains points, donc des fois je suis un peu frustré de ne pas arriver à faire plus la différence d'un jour en l'autre. Mais voilà, c'est de la caisse à porte, c'est pas du tout ce que j'ai fait toute ma carrière. Donc ça a été une grosse remise, un gros travail pour moi d'arriver à être vraiment performant dans cette voiture. Et je pense que quand on voit ceux qui débarquent, on se rend compte que conduire une GT4, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Il faut des prédispositions, j'ai envie de dire, dans un sens comme dans l'autre.
Bon Nico, on est arrivé jusqu'à 2021. 2022, on sait que tu repars sur un programme identique, c'est ça? Oui, similaire à 2021, donc avec le GT4 et la L'équipe F3. CMR. Dans l'équipe CMR, dans la même équipe, rien n'a changé depuis quelques années. Je suis quelqu'un d'assez fidèle en général, donc dans ma carrière le montre, hein, genre 6 ans chez Lotus F1, 9 ans chez Rebellion, 4 ans chez Renault Idams, donc maintenant 3e année chez CMR. Je suis pas du genre à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Et aussi avec les équipiers, hein, parce que Rudy Servol reste Deuxième en année. équipier en deuxième année avec toi, donc la fidélité aussi avec l'équipier. Oui, exactement. Non, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas le changement, mais je pense pas que tout va mieux ailleurs. Je sais aussi me remettre en question et quand on n'a pas gagné quelque chose, travailler avec ceux avec lesquels on l'a fait pour y arriver. Bon, et le reste alors? On a envie de savoir, l'Andros, on pense que tu vas y rester, enfin on va dire dans la mesure du possible, ça reste des programmes d'avenir pour toi? Oui, je dirais que alors oui, l'Andros reste quelque chose qui me passionne. Après, je ne sais pas du tout de quoi exactement sera fait l'avenir. Aujourd'hui, moi je fais plus ça que pour le plaisir et pour gagner. C'est-à-dire que j'ai la chance, j'ai pas besoin de... C'est pas ma source de revenus principale, donc j'ai la chance de choisir les programmes, les équipiers et les équipes pour vraiment avoir le meilleur programme sportif. Après, je ne sais pas de quoi exactement l'avenir sera fait. Je dois dire qu'il y a une chose qui me retrotte vraiment dans la tête, c'est de retourner courir certaines courses aux États-Unis, parce que ça, donc que ce soit Sebring ou Petit Le Mans. C'est du proto là dans ta tête? Ça sera du proto dans ma tête. Après, bon, il y a des choses comme ça, on ne sait jamais, peut-être une fois. En plus, bon, voilà, il y a des liens amicaux qui font qu'un jour ça pourrait quand même m'intéresser. Ça, c'est le Dakar. Hein, le Dakar. Alors, ça, c'est la voiture suiveuse, mais l'autre voiture n'est pas très loin. La voiture n'est pas très loin du Dakar. Donc voilà, il faut. Je pense déjà chaque chose en son temps. On a vraiment des objectifs cette année. L'année dernière, on n'était pas loin de ramener les 2 titres en F3 et en GT4. Cette année, on aimerait ramener les 2. Et puis après, on verra de quoi sera fait le futur. Mais voilà, c'est que du plaisir et je vais être que dans une voiture où j'ai envie d'y être et pour gagner des courses et pas juste pour rouler. Bon, moi, j'ai une petite question. Tes parents t'ont fermé les yeux jusqu'à 12-13 ans sur les courses en direct. Est-ce que tu fais la même chose avec tes enfants? Non, je suis très mauvais. C'est-à-dire que mon grand garçon est monté dans un kart la première fois, il devait avoir à peine 3 ans. Il a maintenant tout juste 6 ans et honnêtement, je ne sais pas combien de journées de kart il a fait. Mais non, alors après, je ne le pousserai pas à faire ça. Par contre, je lui donnerai tous les éléments possibles pour... s'il a envie de le faire pour avoir eu tout ce qu'il veut, parce que bon, pour moi, il y a quand même eu beaucoup de séances de rattrapage, on va dire, donc voilà. Mais après qu'il veuille faire du ski, de la voiture, du golf, du foot, il fera ce qu'il veut. C'est très important pour moi qu'il fasse du sport, parce que pour moi, c'est un peu la base de l'éducation, parce que ça demande une rigueur et une organisation. Mais il fera de la voiture s'il en a envie, il fera autre chose s'il en a envie. Bon, t'as cassé l'éducation parentale alors pour tes enfants? Oui, bon après c'est une génération différente, on va dire, c'est pas la même chose. Donc voilà, pour les miens c'est comme ça et puis on verra, ils feront ce qu'ils ont envie. Bon Nico, merci beaucoup pour avoir retracé cette carrière et puis on te dit à très bientôt. Nous on va se croiser sur les circuits de GT4. Avec plaisir. On va même s'affronter un petit peu, mais je te dis à très bientôt sur les circuits et dans de nouveaux reportages. Bon alors Yves, bilan de cette interview exclusive dans Arrêt au Stand. Eh ben, invité XXL, interview XXL, c'était génial. Moi, j'ai été impressionné par l'humilité, la modestie, et puis le parcours, j'ai presque envie de dire, de Monsieur Tout le Monde. Vraiment, il n'y a pas de lien avec le nom de famille de Nicolas, il s'est fabriqué tout seul. T'as appris des choses? J'ai appris tout un tas de trucs, et souvent, ce qui revient, c'est ça, quoi. Il l'a très bien dit, Nicolas, dans une interview. Son père lui a dit démerde-toi et il s'est débrouillé. Et bravo à lui. Bon, en tout cas, merci encore pour votre fidélité à Arrêt au Stand. On vous donne rendez-vous le mois prochain, Yves, pour une nouvelle émission. Évidemment. Allez, soyez prudents sur la route. À bientôt. Salut à tous.